Quand mon patron m'a dit que je n'étais pas prêt pour une promotion, j'ai dit d'accord, et j'ai commencé à suivre strictement ma description de poste. 2 jours plus tard, j'avais 27 appels manqués, et l'usine était en pleine crise. Je m'appelle Gerald Stone. J'ai 47 ans et, jusqu'à cette conversation avec Norman, je pensais avoir tracé ma voie professionnelle. Il s'avère que je me trompais, sur bien des aspects. Cela fait maintenant 15 ans que je travaille chez Précision Médicale. Avant cela, j'ai passé 8 ans en école d'ingénieur. Puis 5 autres années à apprendre la fabrication, à la dure, dans de petits ateliers. Quand on est responsable de la production de dispositifs médicaux, des appareils qui sauvent des vies, on apprend très vite que chaque détail compte. Chaque processus, chaque contrôle qualité, chaque protocole de sécurité, tout doit fonctionner sans la moindre faille, sous peine de blesser des gens. Quand j'ai commencé chez Précision, l'atelier de fabrication ressemblait à une catastrophe. Un accident qui ne demandait qu'à se produire. Mon prédécesseur était parti sans laisser la moindre documentation, aucune cartographie des processus, absolument rien. C'était comme entrer dans une usine où quelqu'un aurait recablé tous les systèmes de contrôle, tout en jetant les manuels d'utilisation. J'ai passé la première année à tout reconstruire à partir de zéro, en travaillant 12 heures par jour, en venant le week-end, pour cartographier chaque étape, et rédiger des procédures opérationnelles standardisées, SOP, détaillées pour chaque tâche. Rebecca n'avait que 4 ans. À l'époque. Sa mère et moi venions de finaliser notre divorce, et je tentais de concilier mon nouveau rôle de père célibataire, tout en maintenant une ligne de production en état de marche. Je me souviens de Rebecca, me demandant pourquoi papa était toujours si fatigué quand je venais la chercher. Mais je me disais que ce dur labeur finirait par payer. C'est ce qu'on nous répète, n'est-ce pas? Donnez de votre temps, prouvez votre valeur, et la reconnaissance viendra. Pendant 15 ans, j'ai été l'homme qui faisait tourner la baraque. Quand notre plus gros client, Medcore Industries, passait des commandes urgentes, c'est moi qui restais tard, pour veiller à ce que la production respecte les délais. Quand une machine tombait en panne, je la réparais. Quand les inspecteurs de la FDA débarquaient à l'improviste, j'avais toute la documentation prête. J'ai rédigé les manuels de formation, documenté chaque flux de travail, devenant, pour ainsi dire, l'encyclopédie vivante de toute notre activité. Norman Brox est devenu directeur d'usine il y a environ 2 ans. Un type plutôt sympathique, la trentaine passée, très concentré sur les chiffres et la réduction des coûts. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais réellement dirigé une ligne de production. Et pourquoi l'aurait-il fait? Tout tournait si bien, grâce à moi, qu'il pouvait se consacrer exclusivement aux tableurs et aux réunions de direction. Ce que j'ignorais, en revanche, c'est que Norman avait fait des promesses à son oncle, Francis Reed, notre PDG. Francis avait un autre neveu, Austin Walsh, qui venait d'obtenir son MBA à Duke. Un jeune homme de 28 ans, brillant, certes, mais qui n'avait jamais passé une seule journée dans le secteur manufacturier. Il n'avait jamais géré d'incident de contamination à 3 heures du matin, jamais eu à expliquer à la FDA pourquoi un lot n'était pas conforme aux spécifications, et jamais dû arrêter une ligne entière parce que quelqu'un avait pris un raccourci dangereux avec la sécurité. L'entretien pour la promotion a eu lieu un jeudi. J'avais préparé une présentation complète, démontrant comment j'avais amélioré l'efficacité de 32% sur les 18 derniers mois, et réduit les défauts de qualité de 55%. J'avais également géré personnellement le renouvellement de notre certification ISO, ce qui nous permettait de conserver 12 millions de dollars de contrats annuels. Norman a feuilleté mon rapport pendant peut-être 3 minutes, avant de le poser sur le côté. « J'apprécie beaucoup ton travail, Gérald », a-t-il dit, en évitant soigneusement mon regard. Mais j'ai réfléchi à la direction que nous devons prendre. Nous avons besoin d'un regard neuf, de nouvelles approches.
Austin nous rejoindra le mois prochain, en tant que directeur adjoint des opérations de l'usine. Directeur adjoint des opérations de l'usine. C'était censé être mon tremplin. Pour, à terme, diriger l'ensemble du site. Je vois, ai-je répondu. Et quel sera mon rôle dans cette transition? Tu resteras ingénieur de fabrication senior. Austin va avoir besoin d'une personne d'expérience pour lui montrer les rouages, quelqu'un qui maîtrise parfaitement tous les systèmes. Traduction, je fais tout le travail, tandis que le neveu de Francis obtient le titre et l'augmentation de salaire, qui me revenait de droit. J'ai gardé un visage neutre, comme on apprend à le faire face aux situations délicates. Je comprends. Quand est-ce qu'Austin commence? Lundi. Tu pourrais peut-être lui préparer quelques documents d'orientation, ce week-end. C'est là que j'ai eu un déclic. Cela faisait 15 ans que je travaillais les week-ends. J'avais manqué les matchs de football de Rebecca, ses pièces de théâtre à l'école, et les événements père-fille. J'avais tout donné à cette entreprise, et il voulait maintenant que je passe mon week-end à former mon remplaçant. Je me suis levé, j'ai serré la main de Norman, puis je suis sorti de son bureau. Mais, au lieu de retourner à mon poste de travail, je me suis dirigé directement vers le parking. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas démissionner sur un coup de tête, ou sous le coup de la colère. Je n'allais pas faire de scène. J'allais faire quelque chose de bien plus efficace. J'allais suivre ma description de poste, exactement comme elle était rédigée. Voyez-vous, voici ce que Norman, et les autres cadres, ne comprenaient pas. Ma description de poste officielle était assez standard, veillez à ce que les processus de fabrication respectent les normes de qualité, coordonnez le travail avec les équipes de production selon les besoins, maintenir la conformité réglementaire dans mon champ de responsabilité. Un jargon technique de base, qui était bien loin de décrire ce que je faisais réellement, au quotidien. En réalité, j'arrivais chaque matin à 6 heures, afin d'analyser les rapports de production de la nuit, avant la réunion de direction matinale. Je répondais aux appels de tous les services, car, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu l'homme de la situation pour la moindre question technique. Je résolvais les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crise. Restant tard le soir, pour m'assurer que rien ne déraille pendant l'équipe de nuit. Cependant, ma description de poste mentionnait des horaires de bureau standard. Et c'est exactement ce que j'allais appliquer. Je suis rentré chez moi ce jeudi soir, et j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années, j'ai éteint mon téléphone professionnel à 17h pile. Rebecca a été stupéfaite de me voir franchir la porte à 17h30, au lieu de mes habituels 19h30 ou 20. H00. Papa, pourquoi es-tu là si tôt? J'ai décidé que mon temps précieux méritait d'être mieux employé, lui ai-je répondu. Tu veux que l'on travaille sur ton projet de science avant le dîner? Son visage s'est illuminé. C'est vrai? Tu n'es pas trop fatigué? Cette question m'a touché bien plus profondément que je ne m'y attendais. Ma fille de 14 ans s'étonnait que son père ait encore de l'énergie pour l'aider dans ses devoirs. Le vendredi matin, je suis arrivé à l'usine à 8 heures précises. Pas de travail préparatoire aux aurores, pas d'anticipation des problèmes. J'ai répondu au email qui m'était directement adressé, et j'ai transféré tout le reste au service compétent. Lorsque mon téléphone sonnait pour des questions de processus qui ne relevaient pas techniquement de ma responsabilité, je réorientais poliment mes interlocuteurs vers leurs superviseurs respectifs. Dès l'heure du déjeuner, les gens ont commencé à remarquer un changement. Carole Bennett, du contrôle qualité, s'est arrêtée devant mon bureau, l'air perplexe. Gérald, as-tu vu l'alerte concernant la contamination de l'eau dans le bâtiment 3? Oui, j'ai vu, ai-je répondu, tout en continuant à rédiger mon rapport. D'étalonnage des équipements, la tâche qui m'était assignée. Alors, tu peux t'occuper de l'enquête,
comme tu le fais d'habitude? Cela relève en fait du contrôle qualité. J'ai transféré l'alerte à ton superviseur. Ils vont coordonner les actions avec la production et le service d'hygiène et sécurité. Ses sourcils se sont froncés. Mais tu gères toujours ces problèmes interservices. On m'a demandé de me recentrer sur mes responsabilités d'ingénierie principale, ai-je dit avec un sourire, je cherche simplement à optimiser la gestion de mon temps. L'expression de Carole m'a immédiatement tout révélé. Personne ne s'était jamais donné la peine de comprendre la différence entre ma fonction officielle et tout ce que j'accomplissais bénévolement depuis des années. Le lundi, quand Austin a commencé, les premières fissures sont apparues au grand jour. L'enquête sur la contamination avait pris 3 jours, au lieu des 4 heures qui me suffisaient habituellement, car le contrôle qualité et la production ne parvenaient pas à s'entendre sur les procédures à suivre. 2. Panne d'équipement attendait dans diverses files d'attente d'approbation. Tout simplement parce que personne ne connaissait la procédure d'escalade requise. J'ai observé la situation se dégrader, avec le détachement d'un scientifique menant une expérience en laboratoire. Chaque email restait sans réponse, chaque appel transféré 3 fois de suite, chaque demande urgente que personne ne savait traiter, tout cela figurait pourtant en détail dans mon manuel d'opération complet, que visiblement personne n'avait pris le temps de consulter. Austin semblait être un garçon plutôt sympathique, mais il était totalement dépassé par les événements. Norman l'a présenté à l'équipe, mais, dès que les gens commençaient à poser des questions techniques, Austin se confondait en excuses, prenait des notes, et promettait de revenir vers eux plus tard. Peter Morrison, du service des achats, est passé près de mon bureau vers 14 h00, l'air exténué. Gérald, le bon de commande de Medcore est bloqué dans les limbes de l'approbation. Tu ne pourrais pas faire un de tes miracles? Quel est le problème exact? Ai-je demandé, curieux. Le système refuse leur nouvelle adresse de facturation, et personne ne sait comment forcer le passage. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Cette procédure est détaillée dans la section 12 du manuel d'opération. Le contournement exige l'approbation des superviseurs des achats et de la comptabilité, mais cela va demander des heures d'appel et de mails croisés. C'est une sécurité intégrée pour éviter les fraudes à la facturation, une protection essentielle pour l'entreprise. Peter m'a regardé, incrédule. Mais d'habitude, tu règles ce genre de truc en 5 minutes. Je disposais d'une autorisation spéciale de l'ancienne direction pour accélérer certains processus. Mais, avec la restructuration du service qui s'annonce, j'ai pensé qu'il valait mieux suivre scrupuleusement les protocoles standards. Il est reparti en secouant la tête, se demandant probablement depuis quand j'étais devenu si pointilleux sur le règlement. Le lundi soir, j'étais chez moi dès 17h15. Rebecca faisait ses devoirs sur la table de la cuisine quand je suis entré. « Papa, tu peux m'aider pour ce problème de chimie ?» Pour la première fois depuis des mois, j'avais enfin l'énergie mentale nécessaire pour m'asseoir et me concrétiser sur ces devoirs, au lieu d'avoir l'esprit accaparé par les urgences du travail. Nous avons passé 1 heure à étudier les structures moléculaires, ensemble, et j'ai réalisé à quel point ces moments simples m'avaient manqué. « Tu sais, papa, m'a dit Rebecca alors que nous terminions, tu sembles différent cette semaine. » Différent, comment ça? Moins stressé, je trouve. C'est comme si tu étais vraiment là, quand tu es à la maison. Une fille intelligente. Elle avait remarqué quelque chose, que je commençais à peine à comprendre moi-même. Le mardi matin a apporté la véritable crise. Je suis arrivé à 8 heures pour découvrir un chaos total. Norman faisait les 100 pas devant la salle de conférence, Austin y était déjà installé, l'air désemparé, et Francis Reed, notre PDG, avait apparemment été appelé en urgence pour une réunion de crise. La réceptionniste m'a fait signe de m'arrêter avant même que je n'atteigne mon bureau. « Gérald,
Ils ont besoin de toi dans la salle de conférence immédiatement. J'ai récupéré mon carnet de notes, puis je me suis dirigé vers ce qui s'annonçait comme une gestion de crise majeure. En plus de Norman, d'Austin et de Francis, il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas, probablement des cadres du siège social, ainsi qu'un homme que j'ai identifié comme étant le directeur des opérations de Medcore. « Gérald !» s'est écrié Francis, avec un soulagement évident. « Dieu merci, tu es là. Nous faisons face à une situation très grave. Quel est le problème précis ?» Norman a commencé à expliquer, mais il était évident qu'il ne comprenait que la moitié du problème. Medcore avait provoqué cette réunion d'urgence, car leur dernière cargaison venait de rater l'inspection finale. Austin prenait des notes à la hâte, tout en posant des questions basiques, qui révélaient son ignorance totale de nos systèmes de qualité. Tout leur lancement de produits pour le 4e trimestre est menacé, a ajouté l'un des cadres du siège. Ils menacent de résilier le contrat si nous ne réglons pas cela aujourd'hui. J'ai examiné les données techniques qu'ils avaient rassemblées. C'était en fait un problème assez simple, à condition de comprendre l'interaction entre notre processus de stérilisation et leurs exigences en matière d'emballage. La solution figurait dans la section 8 de notre manuel de procédure. C'est une interaction connue avec leur nouvelle spécification d'emballage. Modifiée, ai-je expliqué. La solution est décrite dans notre manuel de procédure. Standard, SOP, section 8.3 à 8.7. La correction nécessite d'ajuster 3 paramètres de processus distincts, selon une séquence bien précise. Austin feuilletait frénétiquement son manuel. Quelle section, exactement? Section 8, sous-section 8.3 à 8.7. La procédure complète prend environ 2 heures, si vous suivez fidèlement les étapes documentées. Francis s'est penché en avant. Peux-tu t'en charger immédiatement? J'ai regardé ma montre. J'ai l'examen mensuel de conformité de la FDA prévu à 10 heures. Le dossier doit être transmis à l'équipe réglementaire avant la fin de la journée, il ne peut donc pas être reporté. Cet examen peut attendre? Est intervenu Norman rapidement. Medcore est notre plus gros client. Je comprends tout à fait l'importance de Medcore, ai-je répondu. Cependant, le non-respect des délais de la FDA entraîne des sanctions automatiques, et une suspension potentielle de la production. Cela affecterait l'ensemble de nos clients, pas seulement Medcore. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. On pouvait voir chacun faire mentalement le calcul du coût d'une fermeture d'usine. Quelles sont nos options? A demandé Francis prudemment. Eh bien, Austin pourrait prendre en charge le problème de Medcore en s'appuyant sur les procédures documentées. Ce serait une excellente formation pratique pour lui, et je serai disponible pour répondre à ses questions entre mes sessions de conformité. Austin a blêmi d'effroi. Je ne me sens pas du tout prêt pour une tâche aussi critique. La documentation est pourtant extrêmement détaillée, ai-je dit d'un ton encourageant. Tout y est expliqué étape par étape. C'est précisément le genre d'expérience sur le terrain dont tu as besoin dans tes nouvelles fonctions. Le visage de Norman a commencé à s'empourprer. Gérald, nous avons besoin que tu gères cela personnellement. Je veux bien m'occuper de Medcore, ai-je précisé. Mais, si vous voulez que je reporte l'examen de la FDA, je dois vous avertir clairement des risques réglementaires encourus. Francis a levé la main pour réclamer le calme. Que faudrait-il pour que tu gères les 2 dossiers de front? J'ai réfléchi au planning. L'examen de conformité est planifié par bloc de 2 heures. Je pourrais appliquer les correctifs urgents pour Medcore entre ces sessions, mais la résolution définitive ne sera pas terminée avant 18 heures aujourd'hui. C'est extrêmement serré, a fait observer le directeur de Medcore. En effet, ai-je approuvé. Par le passé, j'aurais travaillé jusqu'à minuit pour régler les 2 problèmes. Mais, ces derniers temps, j'ai réfléchi à mon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Rebecca présente son projet à la foire aux sciences ce soir, un événement que j'ai déjà manqué 2 fois ce semestre. Le silence qui a suivi était pesant. Francis a fini par rompre la glace. Gérald, je vais être direct. Que te faudrait-il pour résoudre cette crise? Comme tu l'as toujours fait? J'ai balayé du regard les visages fixés sur moi. Tous ces gens dépendaient d'eux. Mon expertise depuis 15 ans, sans jamais reconnaître ma réelle contribution. Et voilà que, soudainement, mon équilibre familial devenait leur urgence absolue. Eh bien, ai-je commencé lentement, je suppose que nous devrions redéfinir clairement mon rôle au sein de l'entreprise. Ton rôle, c'est de résoudre les problèmes de fabrication, a répliqué Norman, les dents serrées. D'après ma description de poste, mon rôle se limite à veiller à ce que les processus de fabrication respectent les normes de qualité, dans mon champ de responsabilité assigné. Or, le problème de Medcore relève de l'ingénierie des processus, un service qui dépend d'un tout autre département. Le cadre du siège s'est penché en avant. Es-tu en train de nous dire que tu refuses de nous aider? Pas du tout. Je dis simplement que, pour résoudre cette situation efficacement, nous devons clarifier les responsabilités et l'autorité de chacun. Austin prend ses fonctions de directeur adjoint des opérations la semaine prochaine. Cela me semble être une occasion parfaite pour lui de se familiariser avec nos systèmes. Austin a pris la parole, la voix un peu tremblante. Gérald, je te remercie de ta confiance, mais je ne suis vraiment pas de taille pour un enjeu si crucial. Je me suis tourné vers lui, avec une sincère bienveillance. Austin, tu as un MBA de Duke. Tu es intelligent et compétent. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai déjà été confronté à ces problèmes par le passé. Rappelle-toi que tout expert a commencé par être un débutant. Mais et si je gâche tout? Alors, nous réparons ton erreur, c'est ainsi que l'on apprend. La documentation est complète, et je serai là pour t'orienter. Norman commençait à perdre patience. Nous n'avons pas le temps pour des exercices de formation. En réalité, si, ai-je répliqué. Le problème de Medcore couve depuis des semaines, parce que personne ne voulait suivre les procédures de validation des processus requises. Quelques heures de plus ne changeront rien à l'affaire. Francis m'a observé attentivement. Gérald, il me semble que quelque chose a changé dans ton attitude, cette semaine. C'est exact. J'ai réfléchi à ma carrière, et à ce que je voulais laisser comme héritage professionnel. Et à quelle conclusion es-tu parvenu? Au fait que j'ai entretenu un système défaillant, en intervenant constamment pour résoudre des problèmes en dehors de mes attributions officielles. En agissant ainsi, j'ai empêché l'entreprise de structurer de véritables procédures, et de développer les compétences des autres collaborateurs. La pièce est retombée dans le silence, à peine troublée par le ronronnement du système de ventilation. Laissez-moi vous poser une question, ai-je poursuivi. Que se passera-t-il lorsque je prendrai ma retraite, ou si j'accepte l'offre de Thomson Industries? Le regard de Francis s'est aiguisé. Quelle offre? Ils m'ont contacté le mois dernier. Un poste de directeur des opérations de l'usine, avec une augmentation de salaire de 40% et une couverture sociale complète. Je n'ai pas donné suite, car je préférais rester fidèle à précision. Je ne mentais pas. Thomson m'avait bien approché, même si je n'avais pas envisagé sérieusement leur offre avant cette semaine. Francis et le cadre du siège ont échangé un regard lourd de sens. Norman semblait décomposé. Nous devrions peut-être en discuter en privé, a suggéré Francis. Austin. Pourquoi ne commencerais-tu pas à examiner la documentation de Medcore, avec l'aide de Gérald? Pour les autres, passons dans mon bureau. Alors qu'Austin et moi nous dirigions vers mon poste, il paraissait accablé de remords. Gérald, je veux que tu saches que je n'ai jamais demandé à mon oncle de m'accorder cette promotion. Je sais que c'est toi qui la méritais.
Je me suis arrêté pour le regarder en face. Austin, tu es un bon gars, mais la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de ce que tu as demandé ou non. Il s'agit de ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Francis t'avait nommé à ma place sans préparation adéquate, tu aurais couru à l'échec. Non pas par manque d'intelligence, mais parce que tu n'es pas prêt. Et cet échec aurait brisé ta confiance en toi, tout en entachant ta réputation professionnelle pour des années. Austin a hoché la tête lentement. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Le leadership ne consiste pas à obtenir un titre ronflant pour ensuite essayer de comprendre son rôle. Il s'agit de développer les compétences requises pour assumer les responsabilités. Si la fabrication t'intéresse vraiment, tu devais maîtriser nos systèmes sur le bout des doigts. Nous avons passé l'heure suivante à éplucher la documentation de Medcore. Austin s'est révélé être très réceptif. Il posait les bonnes questions et assimilait rapidement les concepts clés. Avec un bon encadrement, il pourrait devenir un excellent ingénieur d'ici quelques années. Vers 13 heures, Francis est revenu vers mon bureau. Gérald, pourrais-je te parler en privé? Nous sommes allés dans son bureau, où le cadre du siège nous attendait. Norman n'était plus là. Assieds-toi, s'il te plaît, a dit Francis. Je veux être tout à fait transparent avec toi. Nous avons commis de graves erreurs dans notre façon de gérer cette situation. Quelles erreurs, précisément? Le cadre du siège a pris la parole. Nous avons créé une dépendance intenable à l'égard de ton expertise, sans jamais t'accorder la reconnaissance ou les opportunités d'avancement méritées. De plus, nous avons laissé des liens familiaux interférer avec des décisions professionnelles. J'ai attendu qu'ils poursuivent. Nous aimerions te proposer le poste de directeur des opérations de l'usine, a déclaré Francis. Avec une augmentation de salaire de 40%, une liberté totale pour restructurer le service à ta convenance, et le budget nécessaire pour embaucher 2 ingénieurs seniors supplémentaires. C'était une excellente proposition, bien supérieure à tout ce que j'aurais pu espérer. Et qu'en est-il d'Austin? Ai-je demandé. Austin commencera en tant qu'ingénieur de fabrication, et progressera au mérite, sous ta direction. S'il fait ses preuves, il pourra gravir les échelons par la voie normale. Et pour Norman? Francis a bougé sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Norman va être transféré vers un poste de stratégie au siège. Les opérations de l'usine relèveront directement de ton autorité. Norman était donc muté latéralement. Ce n'était pas une vengeance, à proprement parler, mais c'était une forme de responsabilisation. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je conclu. Naturellement, mais j'aurai besoin d'une réponse d'ici demain matin. Et j'apprécierais grandement que tu nous aides à stabiliser la situation avec Medcore aujourd'hui. J'ai acquiescé de la tête. Je m'occupe de Medcore cet après-midi. Austin va m'aider, et documenter chaque étape. En retournant à mon bureau, j'ai repensé à ce qui venait de se passer. On m'offrait tout ce pourquoi j'avais travaillé dur, la reconnaissance, l'autorité, le salaire que je méritais, mais, plus important encore, on admettait enfin la valeur de ma contribution constante au fil des ans. Cet après-midi-là, Austin et moi avons collaboré pour résoudre la crise de Medcore. Je lui ai expliqué chaque étape du processus, en précisant non seulement les gestes à faire, mais aussi pourquoi ils étaient indispensables. Il a pris des notes méticuleuses, et a posé des questions judicieuses, qui prouvaient sa réelle volonté d'assimiler les rouages du système. C'est incroyablement complexe, a admis Austin, alors que nous terminions les derniers réglages techniques. Comment as-tu appris tout cela? 15 ans d'essais et d'erreurs, lui ai-je répondu, et de nombreuses nuits passées à étudier des manuels techniques dont personne d'autre ne voulait entendre parler. Je ne réalisais pas du tout l'ampleur de cette tâche. Norman présentait cela comme de la simple coordination de projet.
Je l'ai regardé. Austin semblait sincèrement impressionné par cette expérience. L'ingénierie des opérations, c'est comprendre comment s'imbriquent toutes les pièces du puzzle, et anticiper ce qui se passe quand l'une d'elles fait défaut. Norman n'avait pas tort d'accorder de l'importance à la coordination, mais le métier va bien au-delà. Nous avons terminé les réparations pour Medcore vers 16h30. Leur ligne de production fonctionnait à nouveau parfaitement, et Austin disposait désormais de notes exhaustives pour gérer de futurs incidents similaires. Alors que je rangeais mes affaires à 17h pile, mon téléphone a vibré. C'était un message de Rebecca: « Papa, la foire aux sciences commence à 19 h 00. Tu seras vraiment là. » J'ai contemplé ce message pendant un long moment. Pendant 15 ans, la réponse honnête aurait été: probablement pas. Ce soir, tout était différent. Pour rien au monde, lui ai-je répondu. La présentation de Rebecca était tout ce que j'avais manqué ces dernières années. Elle avait construit une maquette fonctionnelle d'un système de filtration d'eau, et expliquait avec assurance la chimie derrière chaque étape. En la regardant répondre calmement aux questions du jury, j'ai réalisé qu'elle avait hérité de mon souci du détail, et de mon esprit de synthèse. Après son passage, nous sommes allés manger une glace, et nous avons discuté de son projet, de ses amis, et de son entrée future au lycée. Papa, m'a-t-elle dit alors que nous étions assis en terrasse, tu as l'air différent, cette semaine. Différent, c'est-à-dire? Moins stressé. Comme si tu ne pensais pas constamment au travail. J'ai fait quelques ajustements, ai-je répondu, j'essaie de me recentrer sur ce qui compte vraiment. Elle a souri. Je préfère cette version de toi. Ce week-end-là, j'ai mûrement réfléchi à la proposition de Francis. Le poste de directeur des opérations représentait l'aboutissement de tous mes efforts passés. De la reconnaissance, des responsabilités, et l'opportunité de concevoir des systèmes pour aider les autres à progresser, plutôt que de les voir stagner. Comme cela m'était arrivé. Cependant, un nouveau départ chez Thomson Industries avait aussi ses avantages. Pas de passé marqué par l'indifférence de ma hiérarchie, pas de collègues habitués à me voir comme le dépanneur de l'ombre, plutôt que comme un dirigeant légitime. J'ai passé la matinée du samedi à comparer les deux propositions. Thomson offrait une meilleure rémunération, et une autonomie totale. Mais Précision offrait un défi différent, la possibilité de redresser un système boiteux, et de former correctement la génération future. Le dimanche soir, alors que j'aidais Rebecca avec ses devoirs de chimie, elle m'a demandé: « Papa, est-ce que tu vas accepter cet autre travail? Je n'ai pas encore pris ma décision. Qu'est-ce que tu en penses? » Elle a levé les yeux de son tableau périodique des éléments. Eh bien, tu me dis toujours que fuir les difficultés ne règle rien. Tu devrais peut-être rester, pour essayer d'améliorer les choses ici. Une fille décidément très perspicace, parfois bien plus sage que son père. Le lundi matin, je suis arrivé à 8 heures, et je me suis rendu directement au bureau de Francis. J'accepte votre offre, lui ai-je annoncé, mais à 3 conditions. Francis a acquiescé d'un signe de tête. Je t'écoute. Premièrement, je veux les pleins pouvoirs pour promouvoir les talents internes. Trop de personnes de valeur sont oubliées, simplement parce qu'elles n'ont pas l'occasion de montrer ce dont elles sont capables. D'accord. Deuxièmement, je veux mettre en place un programme complet de formation croisée. Ce qui s'est produit la semaine dernière ne doit plus jamais se reproduire. Aucune compétence de base ne doit reposer sur la tête d'une seule personne. Entièrement d'accord. Quelle est la troisième condition? Je veux qu'Austin réussisse, si c'est vraiment la voie qu'il choisit. Cependant, il devra mériter sa progression par ses compétences, et non par ses relations familiales. Enfin, je veux que Norman ait une véritable chance dans son poste de stratégie. Il possède de réelles capacités d'analyse, il n'était simplement pas à la bonne place. Francis a souri. Je pense que tu découvriras qu'Austin, tout comme Norman, ont une volonté
d'apprendre bien plus forte que nous ne le pensions. La transition a duré environ 6 semaines. J'ai restructuré l'ensemble du département autour de rôles et de responsabilités bien définis, remplaçant l'ancien système informel où le premier qui savait réparer un problème s'en chargeait. J'ai recruté 2 ingénieurs seniors qualifiés, qui ont apporté un regard neuf, tandis que je leur transmettais les connaissances internes nécessaires. Austin s'est révélé être un élève appliqué. Il a travaillé d'arrache-pied, bien au-delà de nos attentes, n'hésitant pas à rester tard, non par obligation, mais par désir réel de maîtriser nos équipements. En l'espace de 4 mois, il gérait les incidents de routine en toute autonomie, révélant un véritable potentiel d'encadrement. Le revirement le plus surprenant a concerné Norman. Dès qu'il a cessé de vouloir gérer des opérations techniques qu'il ne comprenait pas, il s'est avéré excellent en planification stratégique. Son esprit d'analyse, combiné à la solide base opérationnelle que nous mettions en place, a permis à l'entreprise de décrocher 3 nouveaux contrats majeurs. 6 mois plus tard, j'avais enfin trouvé un rythme de travail soutenable. J'étais de retour chez moi vers 18h30 la plupart des soirs, ce qui me permettait d'assister à toutes les activités scolaires de Rebecca. Mon équipe fonctionnait de manière autonome, les clients étaient pleinement satisfaits, et j'avais le sentiment d'occuper enfin les fonctions pour lesquelles j'avais toujours été fait. Un soir, alors que nous travaillions ensemble sur ses devoirs de physique, elle m'a interrogé sur mon travail. Alors, maintenant, tu es quelqu'un de vraiment important? A-t-elle demandé, levant le nez de ses équations. J'ai toujours été important, Rebecca. C'est juste qu'ils ont mis un certain temps à s'en rendre compte. C'est pour ça que tu travaillais autant, avant? Pour leur prouver ton importance? Une enfant bien perspicace. Oui, je suppose que oui. Mais j'ai appris une leçon essentielle, les personnes qui en valent la peine reconnaîtront ta valeur, sans que tu n'aies besoin de t'épuiser à la tâche pour la leur prouver. Et pour ceux qui refusent de la voir, eh bien, il faut parfois savoir prendre du recul, et les laisser mesurer par eux-mêmes ce qui leur manque. Mais le but recherché n'est pas de nuire. Il s'agit plutôt de trouver une meilleure façon de collaborer. En observant ma fille résoudre ses exercices de physique avec cette même méthode rigoureuse que je m'efforçais de lui inculquer, j'ai compris que la meilleure réponse au manque de reconnaissance n'est ni la colère, ni le désir de revanche. C'est de démontrer sa valeur avec tant d'évidence qu'elle en devient impossible à ignorer. Ma nomination au poste de directeur m'a apporté le respect, l'autorité, et les moyens de construire une structure plus performante. Pourtant, la véritable victoire résidait dans quelque chose de beaucoup plus simple, j'étais enfin reconnu à ma juste valeur, pour mes réelles capacités, tout en étant présent chaque soir pour aider ma fille à faire ses devoirs. Si vous vous êtes déjà senti invisible professionnellement, malgré la qualité de votre travail, rappelez-vous ceci, votre valeur ne s'efface pas simplement parce que les autres ne savent pas la discerner. Parfois, la décision la plus salutaire que vous puissiez prendre est de cesser de porter la responsabilité de leur aveuglement, et de commencer à rendre votre valeur tout simplement incontestable. Votre expertise devient votre meilleur atout dès lors que vous cessez de la brader. À l'instant même où Gérald a cessé de résoudre bénévolement les problèmes hors de ses attributions, l'entreprise a enfin pris la mesure de sa véritable utilité, se trouvant contrainte de négocier par nécessité, et non plus par simple habitude. Parfois, la meilleure façon de prouver que l'on est irremplaçable est de s'en tenir strictement à la définition de son poste. En se contentant d'exécuter à la lettre ses obligations contractuelles, Gérald a mis en évidence le fossé gigantesque entre ce pourquoi il était payé, et ce qu'il accomplissait réellement sur le terrain, obligeant ainsi la direction soit à perdre des compétences cruciales, soit à reconnaître et à rémunérer à leur juste valeur ses contributions essentielles.